Le jeudi 11 juin, donc il y a quelques jours, pour la première fois depuis septembre 2023, la Banque centrale européenne a remonté ses taux. Première réaction de quasi tout le monde, ça y est, mon crédit immobilier va flamber. Sauf que c'est faux, ou en tout cas un peu plus compliqué que ça. Alors aujourd'hui, décryptage de l'impact de la décision de la BCE sur les taux des crédits immobiliers. Passion Immo, c'est parti. Alors tout d'abord, on va poser clairement les choses et de manière simple. Effectivement, la BCE, il y a quelques jours, le 11 juin, elle a décidé une hausse de 25 points de base de ses taux directeurs. Ça veut dire que le taux de dépôt, il passe de 2% à 2,25%. Il y a quelque chose qui est intéressant à noter, c'est que c'est une décision qui a été prise à l'unanimité des membres du Conseil des gouverneurs. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de discussion sur cette augmentation. Elle allait de soi, en tout cas pour la BCE. C'est la première hausse depuis septembre 2023. Et donc, on casse un cycle de baisse qu'on avait connu, de baisse continue des taux, puisqu'on se souvient que les taux de la BCE avaient remonté suite à l'inflation post-Covid. La raison, parce que au moins on a un avantage, c'est que la BCE communique de manière assez précise pour documenter les décisions qu'elle prend. C'est l'inflation, 3,2% sur un an en mai en zone euro, qui est tirée principalement par l'énergie à cause de la guerre au Moyen-Orient et du blocage du détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, au moment où j'enregistre cet épisode, dimanche, on ne sait toujours pas si on va avoir une issue favorable ou pas. Je crois que la presse américaine a compté le nombre de fois où Donald Trump a déclaré qu'un accord était à portée de main avec l'Iran. Et je crois qu'on doit être à une quarantaine de fois depuis le début de la guerre. Donc on ferme la parenthèse. Autant dire qu'il est difficile de croire quoi que ce soit sur ce point. Bon, bref, on a une inflation qui a repris, mais on pourrait toujours se dire, oui, mais après tout, ce n'est pas une inflation qui a une source européenne, elle vient de l'extérieur, on n'a pas trop de contrôle là-dessus. Il y a une petite nuance qui explique la BCE, c'est que hors énergie, l'inflation elle est proche de 2,4%. Et en fait, c'est ça qui inquiète la BCE. Ça veut dire tout simplement que en dehors de la cause de retour de l'inflation par rapport au prix de l'énergie, il y a quand même une inflation latente qui revient un petit peu, alors même si ça reste mesuré, qui revient. Et en fait, la logique de Christine Lagarde, la présidente de la BCE, donc suivie unanimement par les gouverneurs de la Banque centrale européenne, c'est de ne pas refaire l'erreur de 2022. On avait à l'époque eu une expression, on avait laissé sortir l'inflation de sa boîte. Et quand on laisse sortir l'inflation de sa boîte, la conséquence, c'est qu'on risque tout simplement une situation incontrôlable et qu'il sera difficile de revenir dessus. La BCE, elle fait des projections, elle considère que l'inflation, elle va être aux alentours de 3% en 2026 et qu'on devra avoir un retour aux alentours de 2%, donc la situation qu'on connaissait l'année dernière, en gros au second semestre 2027. Bon, voilà pour les faits. Alors maintenant, la vraie question, pour nous tous, propriétaires, investisseurs, est-ce que ça touche directement mon taux de crédit ? Alors là, il y a une fausse évidence qui est un petit peu à déconstruire. Il faut juste rappeler une chose, c'est une distinction entre ce qu'on appelle les taux courts et les taux longs. Le taux directeur de la Banque centrale européenne, celui qui vient d'être augmenté, il pilote le court terme. Donc en fait, il a surtout un impact sur les crédits à la consommation et sur les crédits à taux variable. Ce qui va m'intéresser ici, c'est surtout les crédits à taux variable. En France, on a une caractéristique, c'est que aujourd'hui, les crédits à taux variable, ils représentent moins de 2% des dossiers. L'écrasante majorité, là on parle même plus de majorité, c'est quasiment une unanimité sur les crédits à taux fixe. Bon, c'est ce qui fait que on est très majoritairement sur des crédits à taux fixe. Donc déjà là-dessus, l'impact il est assez limité.
pour en fait les taux fixes, en tout cas les taux à long terme, puisqu'un crédit immobilier est un taux à long terme. C'est quoi la vraie référence? C'est l'OAT à 10 ans. On en a déjà parlé plusieurs fois dans des épisodes de Passion Immo. L'OAT à 10 ans, c'est le taux auquel l'État français emprunte sur une durée de 10 ans, en toute simplicité. Et en fait, c'est sur cette base que les banques se refinancent pour prêter à taux fixe. Donc en fait, les banques, pour faire simple, parce que c'est un peu plus compliqué que ça, la fixation des taux des crédits immobiliers, quand vous poussez la porte de votre banque pour obtenir un crédit immobilier, votre banque va surtout regarder le taux de l'OAT à 10 ans plutôt que le taux directeur de la Banque centrale européenne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la conséquence de cette décision, la décision du 11 juin, elle ne fait pas mécaniquement monter votre taux de crédit. En fait, c'est un effet surtout indirect. C'est plutôt un signal qui est envoyé au marché. Alors évidemment que nous, on va regarder, qu'on observe. On n'est pas non plus sur notre bulle, sur notre planète. Mais en tout cas, l'impact ici, il reste limité. Si je voulais faire une image, le taux directeur de la BCE, c'est la météo du jour. Et l'OAT à 10 ans, c'est le climat. Et la banque, quand elle vous prête de l'argent pour acheter un bien immobilier, elle regarde le climat et pas vraiment la météo du jour. Donc, votre crédit à 20 ans, il dépend du climat et pas de la météo. Alors, on va quand même en profiter pour s'intéresser d'un petit peu plus sur l'OAT et la dette française. Il en est où ce fameux OAT à 10 ans? Parce que ça, on n'en parle pas assez. Vous voyez, les commentaires ont été tellement concentrés sur cette hausse du taux directeur de la Banque centrale européenne qu'ils en oublient de rappeler finalement ce qui nous intéresse vraiment. Pareil pour faire une autre image. Je suis désolé de multiplier les images, mais c'est un petit peu comme si, là, le taux directeur de la BCE, c'est l'arbre qui cache la forêt. L'arbre, on va le laisser de côté, on va s'intéresser à la forêt. L'OAT à 10 ans. L'OAT à 10 ans, il était autour de 3,67% début juin. On va rappeler qu'il avait frôlé les 4% et dépassé 3,80% au début du printemps. Ce qui était assez élevé quand même, puisque c'était le plus haut niveau depuis 2009. Donc, hausse quand même assez importante. Alors pourquoi l'OAT à 10 ans monte? Il y a la dette publique. La dette publique, on sait que la dette publique française, elle est extrêmement importante, relativement à des pays comparables aux nôtres. Donc, premier problème, cette dette, elle est financée en grande partie, plutôt le déficit français, il est financé en grande partie par de la dette. On lève de la dette tous les ans. Et par exemple, on sait qu'en 2026, l'agence France Trésor, qui pilote finalement le financement du déficit, l'agence France Trésor, elle va lever en gros 300 milliards d'euros à moyen et long terme, donc en 2026. Donc là-dessus, l'agence France Trésor va mettre sur le marché une offre de dette assez considérable. Autre élément par rapport à ça, qui explique en fait cette OAT, c'est ce qu'on appelle la prime de risque. Alors, la prime de risque, qu'est-ce que c'est? Fondamentalement, la prime de risque, je vais faire là encore un parallèle. La prime de risque pour un particulier, c'est est-ce que ma banque va me prêter? Elle va évaluer le risque qu'elle prend en me prêtant de l'argent. Alors c'est sûr que si j'ai un bon revenu, que je suis en CDI depuis 25 ans, que j'ai une épargne suffisante, le risque il est très faible, voire inexistant. Par contre, si je multiplie les CDD, admettons, et que j'ai été éventuellement, ce qui n'est pas une tare en soi, entendons-nous bien, au chômage quelque temps, que je n'ai pas de marge de manœuvre sur de l'épargne, la banque va considérer qu'elle prend des risques en me prêtant de l'argent. Au niveau d'un État, c'est un peu la même chose. Alors là, pareil, il faut nuancer. Je suis pas en train de dire qu'il y a un risque de défaut de remboursement des engagements de la France. Voilà, la France a une signature plutôt crédible, mais on s'interroge quand même sur la situation française. Alors à deux niveaux, son incapacité à mener des réformes pour réduire sa dette. Ça, c'est patent depuis plusieurs décennies, c'est pas un problème nouveau.
Et deuxièmement, l'instabilité politique. Alors, l'instabilité politique a été plus ou moins incluse dans la réflexion des marchés au niveau international. C'est-à-dire ceux qui prêtent à la France, ils constatent bien cette instabilité, mais cette instabilité, elle a quand même un revers de la médaille. Et ce revers de la médaille, ben c'est ça, c'est une prime de risque qui a plutôt tendance à augmenter. Parce que on voit bien que dans une période où la France n'a pas de majorité, il y a une élection présidentielle qui approche, qui résoudra peut-être pas nécessairement ces problèmes d'instabilité au niveau de la majorité à l'Assemblée nationale. Bah, dans ces conditions-là, au niveau international, on n'est pas fou. On constate bien que la France va avoir des difficultés à prendre des décisions importantes concernant ses finances publiques. Donc à partir de là, si la signature de la France n'est pas mise en défaut, ce qui n'est pas le cas du tout aujourd'hui, en revanche, cette fameuse prime de risque elle a plutôt tendance à augmenter. C'est-à-dire qu'en gros, on considère qu'il est plus risqué de prêter à la France aujourd'hui que ça ne l'était il y a encore quelques années. Résultat, ce fameux OAT, à 10 ans, eh ben, il monte. Voilà. Et le chef économiste de la Caisse des dépôts, notamment Yann Tampero, il a publié récemment, il a fait une déclaration à ce sujet-là. Lui, il voit l'OAT à 10 ans autour de 3,8% à la fin de l'année, ce qui fait que là, il n'y a pas vraiment de baisse à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire? En fait, ça veut dire que même si la BCE faisait une pause dans cette hausse des taux, parce que la BCE a plus ou moins laissé sous-entendre qu'elle pourrait continuer d'augmenter ses taux d'ici la fin de l'année, son taux directeur. Si la BCE faisait une pause, ou si même, ce qui est improbable, elle décidait de rebaisser ses taux, ça aurait peu d'impact finalement sur ce fameux OAT à 10 ans. L'OAT à 10 ans, c'est une constante et le taux directeur de la BCE, bon, c'est une sorte d'épiphénomène. Je refais pas ma comparaison entre le climat et la météo. Mais ça veut dire une chose, ça veut dire que cette situation, elle est installée pour peut-être 5, 10, 15, 20 ans, parce que la dette française, elle ne va pas se résorber par enchantement, quel que soit le résultat de l'élection présidentielle de l'année prochaine. Donc on est ici dans une forme de constante. Concrètement, sur mon barème de crédit, ça donne quoi pour les mois qui viennent? On va être très concret. J'ai pris, moi, la source CAFPI, qui est plutôt solide à ce niveau-là. On était à 3,20% sur 15 ans, 3,37% sur 20 ans, 3,48% sur 25 ans en juin, donc au moment où j'enregistre cet épisode, ce qui fait qu'on a une hausse qui est mesurée par rapport au premier trimestre. Il y en a, vous vous souvenez, qui nous annonçaient déjà des hausses très importantes. Ces hausses très importantes n'ont pas eu lieu. Les fameux vendeurs d'apocalypse et de noirceur, faut qu'ils aillent un peu se rhabiller parce que voilà, les conséquences sont pas aussi dramatiques qu'on pouvait l'imaginer. Les prévisions à venir, la BPCE, elle dit voilà, on devra avoir un taux moyen autour de 3,43% au quatrième trimestre 2026 contre 3,22% en mars. C'est-à-dire en fait ce qu'on appelle une hausse potentielle d'une vingtaine de points de base d'ici la fin de l'année. Quand on regarde les courtiers, parce que les courtiers ils sont quand même en première ligne par rapport à ça, ils voient les demandes de leurs clients et puis c'est quand même des partenaires privilégiés des banques, donc ils sont quand même, voilà, je considère qu'ils ont une parole qui est à écouter. Eux, ils considèrent qu'il ne va pas y avoir de choc, pas d'envolée des taux à attendre dans les mois qui viennent. Mais par contre, pas de baisse marquée. Voilà, faut être réaliste dans les deux sens. C'est-à-dire ceux qui imaginent le retour à un taux à 1%, ne rêvez pas, c'est pas de sitôt. Mais par contre, pas d'envolée à attendre. Bon. Donc, on parle plutôt d'une hausse contenue, modérée des taux des crédits immobiliers sur 15, 20, 25 ans pour les mois qui viennent, mais sûrement pas d'un retour aux 4% et plus qu'on avait connu en 2023. Voilà, il n'y a pas de catastrophe à attendre à ce niveau-là.
Puisque je suis sur cette thématique, il y a un point intéressant qui est à noter, c'est l'anomalie des marges bancaires. Alors qu'est-ce que c'est? On sait que les banques, elles font des marges hein, sur les produits qu'elles proposent. Elles font des marges sur les crédits immobiliers, ce qui est d'une logique imparable. Hein. Elles le font pas comme ça gratuitement, même si cette marge, elle n'est pas aussi importante qu'on pourrait l'imaginer, hein, pour une raison simple. Longtemps, les banques ont considéré le crédit immobilier comme une sorte de produit d'appel parce qu'elles savent, elles peuvent faire un effort de marge sur le crédit immobilier. Elles savent derrière que, par exemple, vous allez peut-être prendre une assurance habitation, vous allez mettre de l'argent sur de l'épargne, des choses sur lesquelles elles vont faire davantage de marge. Et donc, voilà, c'est une manière de vous inviter à venir chez elles et puis derrière, elles vont vous proposer autre chose. En fait, on a constaté un truc, c'est que les marges bancaires sur les crédits immobiliers, en 2025, elles se sont beaucoup amoindries. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les banques se sont remises à faire un effort sur le crédit immobilier auprès des particuliers. Donc, plutôt intéressant au niveau des particuliers. Ça veut dire en fait les banques, elles ont renié leurs marges pour soutenir le marché. Donc des fois on dit, vous savez, fameuse idée reçue, ouais, les banques, elles jouent pas le jeu. Si, elles ont complètement joué le jeu en 2025 et on ne peut pas dire le contraire. Par contre, il y a un truc qu'il faut quand même noter. Est-ce que les banques continueront de faire cet effort de marge sur les crédits immobiliers tout au long de 2026 et 2027? Alors ça, c'est moins sûr. Voilà, donc il faut regarder ça quand même avec attention. Ça peut être un élément justement qui fait que il y a une reprise de la hausse sur les taux de crédit immobilier, mais sans connaître d'envolée non plus. Hein, même cet élément-là, que je trouve qu'il est intéressant de regarder, il va pas être un facteur de hausse très forte. Est-ce que tout ça, ça change pour vous? Tout ce que je viens d'expliquer. Pour le primo-excédent, la fenêtre actuelle d'investissement, elle reste correcte au regard, on va dire, de l'historique des taux de crédit. Le primo-excédent, il ne faut pas qu'il s'imagine qu'il va avoir une baisse des taux dans les mois qui viennent. Il ne faut pas qu'il s'imagine qu'il va avoir une envolée dans les taux dans les mois qui viennent. Pardon. Donc voilà. Donc finalement, pour un primo-accédant, sécuriser un taux, c'est-à-dire acheter maintenant pour être certain de bénéficier d'un taux finalement avantageux pour les années qui viennent. Honnêtement, si le projet est mûr, mais qu'il y aille, voilà. Il n'y a pas de panique à avoir, en tout cas, à l'idée d'une potentielle envolée des taux de crédit. Pour l'investisseur, alors là, moi, je vais presque être encore plus radical. L'investisseur, il raisonne en termes de cash flow, de raisonnement, de rendement locatif. Il regarde pas simplement le taux. Bon, évidemment, il le regarde quand même, son taux d'emprunt. C'est pas une différence de quelques dixièmes de taux sur un crédit immobilier qui va changer une stratégie patrimoniale de fonds et d'investissement. Enfin, celui-là, soyons clairs, il va y aller quand même. J'ai même envie de dire qu'il va d'autant plus y aller qu'il y en a qui vont prendre peur de ce qu'on raconte ici ou là et qui vont se désengager éventuellement de projets d'investissement qui pouvaient avoir. Ça, c'est toujours la situation à laquelle on assiste dans des moments un petit peu difficiles. Par contre, moi, je rappelle toujours un truc, le décryptage que je fais, c'est pas une recommandation individuelle, c'est juste une analyse globale et chaque projet se regarde au cas par cas avec un courtier, un conseiller. Il y a d'autres facteurs qui doivent venir en ligne de compte. Où j'achète, qu'est-ce que potentiellement je peux imaginer comme plus-value si je revends dans 10 ans, admettons, etc. Voilà, quel est le but du projet? Enfin bon, beaucoup d'éléments qui font que dans cette analyse globale du projet, de sa faisabilité, le taux du crédit reste un élément parmi d'autres et sûrement pas le seul. Alors maintenant, je vais en arriver à ma conclusion. Finalement, la BCE a remonté ses taux, d'accord, faiblement, ça n'a pas d'effet direct sur votre crédit fixe. Et le vrai juge de paix, c'est l'OAT, l'OAT à 10 ans et la dette française. Voilà, c'est ça qu'on va regarder avec attention. Et le point de vigilance, il faut en avoir un quand même. Moi, deux points de vigilance, en fait. Trois points de vigilance. Prochaine réunion de la BCE en septembre. Voilà, on va regarder quand même. Hein, même si je dis que l'impact est marginal, on regardera quand même.
Des toutes nouvelles tensions sur l'OAT, s'il y en avait, ça a regardé quand même en priorité. Puis troisièmement, les tensions internationales. Alors c'est vrai que là, deux choses l'une, soit rapidement on se retrouve avec des tensions internationales qui fléchissent, et ce sera un signe plutôt positif sur les taux des crédits, ou alors ça reste où ça en est, voire ça s'aggrave, et là évidemment, ça serait pas un bon signal. Donc il faut qu'on regarde tout ça de manière sereine, sans s'emballer. Donc finalement, la météo de Francfort, elle a changé, mais pour votre crédit, c'est le climat budgétaire français qu'il faut regarder. On en a assez parlé. Alors le ciel, il n'est pas orageux, mais disons qu'il est un peu chargé. Voilà, pour reprendre encore une métaphore météo. Mais on en reparlera tranquillement à la rentrée de septembre. Pour l'instant, il n'y a pas d'urgence particulière à avoir sur cette question des taux de crédit. Il faut rester absolument serein. Pour terminer, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, etc. Voilà, pour recevoir régulièrement des informations concernant l'actualité immobilière. Toujours moi avec ma ligne directrice, mon fil rouge, de la rigueur. Je cherche pas à vendre du rêve ou quoi que ce soit, une analyse plutôt factuelle des choses. Il y a toujours en ligne disponible une fiche que j'ai rédigée sur le Jeanbrun, sur le dispositif Jeanbrun, une fiche de 4-5 pages. Voilà, vous pouvez la télécharger gratuitement. Je mets en lien dans les notes de l'épisode. Donc voilà. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.